Bonjour et bon retour dans un nouveau numéro de Studio 101. Encore une fois, c'est une belle balade mahoraise que l'on va vous proposer, mais surtout et avant tout, ça va être une belle balade dans la vie d'Mdallah Bakar Housseni. Lui, il est président du GEPOMAI. On va découvrir très rapidement ce qu'est le GEPOMAI. Il est né le 28 mars 1981 et il est né à M'Tsangamouji. Mdallah Bakar Housseni, je dis des bêtises? Pas du tout. Pas du tout. Bonjour Bakar. Bonjour. Alors Bakar, très rapidement, le GEPOMAI, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Donc le GEPOMAI, association loi 1901, c'est une association de protection de la nature. Donc GEPOMAI, groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte. Le but, c'est d'étudier, de suivre et de sensibiliser la population à la préservation des oiseaux. Et ouais, les oiseaux. Mais on est déjà au paradis si on parle des oiseaux. Complètement. Eh bien écoutez, c'est génial. Bakar, vous êtes né donc à M'Tsangamouji le 28 mars 1981. Comment se passent les premières années? Que faisait papa? Que faisait maman? Que faisait le petit Bakar quand il était tout petit? Voilà, tout petit, comme tout garçon de mon époque, je pense, on passait à s'amuser. Après, très nature, voilà, à l'école coranique. Un hameçon pour aller à la pêche. Voilà, tout ça, aller... une petite arbalète. Voilà, chercher un peu du coco à boire. Voilà, quelques cailloux pour faire tomber les mangues. Hein. Tout à fait, tout ça. Et surtout que du côté de M'Tsangamouji, elles sont très bonnes les mangues en plus. Exact. On démarre l'école à quel âge? Donc à 6 ans. À 6 ans. On n'a pas vu ce que faisait papa, ce que faisait maman. Maman et papa. Maman était au foyer, j'imagine. Voilà, maman au foyer et papa agriculteur. Oh, joli métier. Voilà. Et donc il avait un champ d'ylang, donc il était producteur d'ylang. Producteur d'ylang. Voilà. À la grande époque de l'ylang. Voilà, donc ça, quand l'ylang à cette époque-là a marché très bien. Ah ouais, alors le petit Bakar en plus, il se promenait dans les champs où ça se sentait bon. Quoi. Voilà. J'imagine. Donc dans la nature tout le temps. Et ouais, dans la nature, donc proche de la nature. Donc on arrive très vite, à mon avis. Grosse famille, beaucoup de frères et sœurs? Oui, beaucoup de frères et sœurs. Donc je suis au milieu de sept frères et sœurs. Donc j'ai trois qui sont au-dessus de moi et trois en dessous. Donc au milieu, voilà. On est dans la machine. Donc alors, on démarre l'école, on aime l'école. Oui. Donc j'étais, je m'en sortais à peu près bien à l'école. Donc j'avais des instituteurs qui étaient pour moi formidables. Donc je les remercie aujourd'hui. Les toutes petites écoles à M'Tsangamouji, bien sûr. Voilà, j'étais pas loin de l'école en plus, donc j'avais pas besoin de faire beaucoup de temps pour aller à l'école et j'avais pas le droit aussi de faire des fugues, de faire des écoles buissonnières parce que j'étais à côté. Ça c'est l'inconvénient. Quand on est à côté, on sait vite si le petit il est à l'école ou pas. Voilà, exact. Qu'est-ce qu'on aimait comme matière tout petit? Les chiffres, on était plutôt chiffres, plutôt écriture, plutôt sport, pourquoi pas? Donc je m'en sortais plus dans tout ce qui est mathématiques. Donc je préférais plus les mathématiques que le français, malheureusement. Donc je me sentais mieux là-dessus. Donc les années passent. Les années passent. Le primaire. Voilà, et donc on progresse. On commence à s'éloigner de M'Tsangamouji à quel moment Donc à quel moment? Donc dans les années... c'est le collège qui éloigne déjà, non? Voilà, j'avais la chance aussi d'avoir un collège qui était aussi à M'Tsangamouji. Donc j'avais commencé mon 6e à Dzumogné. Donc à Dzumogné, après Dzumogné, le deuxième année, on devait être à M'Tsangamouji. Pour faire mon 5e, mais entre-temps, le collège était encore en construction, donc on était parti à au collège du centre, à Chiconi. Et donc l'après-midi, étudier. D'accord. Voilà. Et arriver assez tard à la maison et réviser, donc c'était... Et donc voilà tout ça. La vie d'un adolescent à Mayotte. On avait encore de la place pour s'amuser quand même. Oui, exact. Le week-end, mais j'étais pas trop un garçon très... pas turbulent. Voilà, pas trop turbulent. Pas beaucoup de week-ends, c'est surtout après l'école, c'est la famille. Et la famille, voilà. D'accord. C'est les amis, voilà, quand j'ai le temps. Un petit peu la campagne avec papa quand même. Oui, beaucoup. J'imagine qu'il y avait des périodes. Parce que
déjà, il fallait aider, tout simplement. voilà, il fallait aider, puis aussi de temps en temps aller donner un coup de main et apporter aussi tout ce qui est le récolte, que ce soit des bananiers, des manioc à la maison pour pouvoir manger. C'est pas toujours facile pour un enfant, mais ça participe à la vie aussi. C'était pas toujours facile, mais à cette époque, c'était presque normal d'aider et de pouvoir aussi apprendre, parce que bon, on savait pas qu'on arrivait ici et puis, à avoir un quelque part, travail. on a tous aidé nos parents d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'était surtout ça, quoi. C'était presque normal qu'on faisait ça. Mais alors, ce qui veut dire que tu maîtrises pas mal de choses. Tu maîtrises, tu pourrais bien faire un petit potager à la maison. Oui, je pense que comme la plupart des Mahorais, voilà, de mon époque, enfin en tout cas jusqu'à cette génération, voilà, qui était beaucoup à la campagne. Allez, on quitte le collège. Après, il y a le lycée. Voilà, il y a le lycée. Donc je fais mon lycée à Sada. À la première année, la transition entre M'Tsangamouji et Sada était un peu difficile. Donc voilà, j'ai redoublé ma seconde. Et après, la deuxième année, je l'ai fait à la seconde. Et donc j'avais choisi comme spécialité ES. Donc voilà. Donc scientifique. Voilà, économie et sociale. Économie sociale. Voilà. Et donc dans cette matière, enfin dans cette spécialité, je ne me voyais pas trop. Et donc je commençais à réfléchir à quoi je peux me servir. Donc voilà. Donc je me souvenais que quand on allait à la campagne avec papa et maman, sur les chemins, les pistes, je voyais des petits 4x4 de la DAF. À cette époque-là, il y avait la DAF qui commençait à faire de la lutte contre l'érosion sur les Pazas. Donc voilà, donc je rêvais à être le conducteur du 4x4 parce que bon, c'était quand même le chef. C'était quand même le chef. Oui, puis c'est original, c'est sympathique comme travail. Voilà, et donc participer aussi à réduire un peu. Enfin, j'étais pas trop conscient de ce qu'il faisait, mais pour moi, je voyais un peu la chose. Qu'il y avait déjà une notion de protection. Voilà, donc je voyais un peu la chose. Donc parfois, j'allais aussi rencontrer des personnes pour demander pourquoi ils font ça. Parce qu'ils faisaient des petites barrières, des barrières végétales en fait, pour éviter que le sol en saison de pluie ruisselle et aller jusqu'à... Donc proche de la terre en fait. Voilà. Donc j'ai pris conscience par là que peut-être c'était ça ce que je voulais faire. Donc alors on va jusqu'au bac. Voilà, on va jusqu'au bac. Mon bac, je l'ai fait en métropole, dans un petit village qui est Saint-du-Nord, dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Donc on part avant le bac. Voilà. Donc en seconde, on avait la possibilité à Mayotte de choisir après son orientation par rapport à ce qu'il veut faire exactement. Enfin, moi, donc je m'étais orienté, je suis allé à la CIO. Enfin, au CIO, le centre d'orientation de Mayotte, pour demander un peu ce qu'on peut faire autre que le L, le S et l'économie sociale. Donc, ils m'ont proposé plein de choses. Donc, le STAE, c'est-à-dire sciences techniques de l'environnement et de l'agronomie. Donc, suite à l'observation de ces gens de l'ONF qui se promenaient en 4x4. Voilà, exactement. Donc, c'est là qu'on fait le juge. Voilà. Donc, je m'étais informé par rapport à cette matière-là. Et donc, j'avais dit là et là. Voilà. On peut aller se former à ça. Donc voilà, il y avait cette formation-là à métropole, à cette époque. Donc je devais partir, je devais avoir une bonne moyenne en seconde pour pouvoir partir. Et alors donc on va où alors? Donc je suis parti à Saint-du-Nord, dans le Nord, département du Nord. Donc un petit village. On arrive quand même, le premier jour, on est assez paumé. Parce que quand on part de Mayotte... Surtout que là, alors en général, on parle après bac, mais là c'était même encore avant le bac, donc encore plus jeune, encore moins... C'était le premier départ de Mayotte. Oui, complètement. En plus. Donc voilà, quand on est à Mayotte, en fait, quand on est jeune à Mayotte, on a une image, une image de métropole qui est tout ce qui est
des gros bâtiments, des gros RER. Vous voyez ce qu'on voit un peu à la télé. À l'époque, là, on a commencé à voir la télé. Donc voilà, on n'a pas cette image des petits villages reculés loin des grandes agglomérations. Des grandes agglomérations. Donc voilà, arrivé à Paris, tous ces... C'est la grande découverte. Voilà, la grande découverte, toutes ces rues qui s'entrecroisent. Et il n'y a pas des moments où on a peur? Voilà, si, on commence à se poser beaucoup de questions pendant ce temps-là. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Oui, parce que ça devait être un choc. Oui, un choc. Parce que là, on est dans quelles années? Donc là, c'est dans les années 2000. Voilà, 2000. Dans les années 2000. Et donc, j'imagine que sortant de Mayotte, c'est vrai que ça fait un vrai choc. Voilà, à cette époque-là, c'était encore, je pense, encore mieux parce qu'arrivé à Paris, on avait des personnes de la DASU, direction des affaires scolaires de Mayotte, donc qui accueillaient les jeunes, surtout les lycéens, pour les orienter au moins jusqu'à la gare. Voilà, à la gare avec un billet dans la train. Poche, voilà. Et l'aventure au bout de voilà, et arrivé à la gare, donc on te lâche, et là tu te trouves tout seul. Et alors là, donc le village où tu allais, il y avait de la famille là-bas, il y avait des repères mahorais, il y avait des... Je connaissais personne. Total aventure. Je connaissais pas l'endroit. Je connaissais, en plus, quand j'étais parti, j'avais qu'un seul sac à dos. Voilà, un petit sac à dos avec 2 t-shirts et 2 pantalons. Voilà. L'aventure des jeunes Mahorais en métropole. Voilà, complètement. Il y a des moments, on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on a eu peur? Ouais, parfois on a peur parce que dans le train pour Lille, parce que j'ai pris un train pour Lille, pour descendre à Saint-Denis. Donc dans le train pour Lille, on avait 3 personnes. Donc une personne descendait, je pense que c'était soit Douai ou Arras. Une autre personne descendait à Lille et il ne me restait que moi et je devais prendre une correspondance pour Saint-du-Nord. Et là, je me trouvais tout seul. Était une correspondance. Voilà. Je me trouve tout seul et donc je commençais un peu à paniquer. C'est-à-dire, est-ce que j'ai pas laissé passer là où je devais changer? Voilà, toutes ces questions-là, tu passes par la tête. Voilà, bon. Après, toi, tu as dû y être sensible, les distances. Exactement, les distances et tout ce que... Parce que bon, l'école était à côté de la maison, après le champ, il était à peine plus loin que la maison, mais en métropole, on peut, dans le train, passer des heures. Voilà, c'est l'isolement complet. Donc, c'est un isolement complet. Et là, vraiment, on est un peu perdu, sans repère, et voilà, il faut se débrouiller. Sur ce problème-là, justement, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes qui vont partir cette année? Et bien là-dessus, il faut être beaucoup préparé, c'est-à-dire se renseigner avant le départ. On voir les anciens qui ont fait le voyage. Les anciens qui ont fait le voyage. On a aussi l'internet pour voir à peu près ce que c'est déjà le lieu où on va. Est-ce qu'on va pouvoir avoir tout ce qu'on espère avoir? Et aussi... Parce que j'imagine, tout à l'heure, tu me dis, mais je devais prendre une correspondance. Mais quand tu arrives de Mayotte, tu sais même pas ce que c'est qu'une correspondance. On sait même pas qu'on allait prendre un train déjà. On savait même pas qu'on allait prendre un train. Et quand on prend un train et quand tu es dedans, comment on fait pour descendre? Comment on fait pour arrêter ce train? Parce que bon, on savait pas que on s'arrête à chaque gare. Voilà. Toutes ces questions. Voilà, donc là-dedans, on n'est pas serein et donc on réfléchit et on finit par se rendre compte qu'on est tout seul. Il faut se débrouiller. Et il faut gamberger, voilà, faire travailler un peu la tête. Donc avant de partir, il y avait déjà quand même mon père et mes parents qui m'ont dit quand on va là où dans un endroit où on ne connaît pas, il ne faut pas hésiter de demander. Mais tout à fait. Alors ça, oui, tout à fait. Alors là, c'était le meilleur conseil qu'il pouvait faire. Voilà, toutes les questions sont bonnes, donc il ne faut pas hésiter. Donc poser. Donc, tu as une bouche, c'est pour parler, et pour demander ton chemin. Donc on commence à poser aux questions aux gens qui passaient. Mais parfois, bon, dans la gare de Lille, quand même, c'était un peu difficile d'avoir des gens qui s'arrêtent et qui s'arrêtent. Voilà, il faut aller voir des gens avec des uniformes. Donc on se rapproche sur ces gens-là et donc on pose des questions. Donc on apprend la vie. Voilà, on prend un peu à vivre. À marche forcée là. Voilà. Donc reprenons les études. On termine le bac. Donc option plutôt. Voilà, la protection de l'environnement déjà. Donc on l'a ce bac. On a le bac. Donc on a le bac.
quand j'arrive à Saint-du-Nord, donc c'était un village assez difficile parce que bon, j'étais tout seul dans ce village-là. Donc il fallait prendre il faudrait choisir un autre établissement parce que bon, il n'y avait pas de cinéma, il y avait rien du tout. Le lycée agricole, en fait, c'était presque situé dans des endroits assez isolés. C'était en campagne. Voilà, c'était la campagne et donc c'était un bouleversement parce que je m'attendais pas du tout à ça. Donc il fallait choisir un autre établissement. J'étais allé voir le CPE, le proviseur qui était très gentil. Donc ça c'est bien. Voilà, donc qui m'écoutait et donc ils ont commencé qui a compris. Voilà, à me poser un peu les questions pourquoi j'arrive pas à bien m'en sortir à l'école parce que bon, il y a quand même tout ce qui est matière bio et écologie à l'école, ce sont la végétation, enfin tout ce qu'on apprend à l'école, c'est du nouveau aussi. Sauf les matières qui étaient générales, la physique et maths qui étaient assez communs et le français. Mais tout ce qui est matière spécialisée, voilà, spécialisée, était très différent pour moi parce que bon, la végétation, la nature, tout ce qui est faune et flore était complètement différent. Je connaissais aucun, donc il fallait apprendre. Et j'étais en retard. Je suis arrivé quelques semaines après la rentrée, donc il fallait rattraper déjà les cours, il fallait enregistrer tout ça, et donc c'était assez compliqué. Et donc je devais choisir une ville un peu plus grande avec des activités proposées hors scolaire. Donc voilà, j'étais allé à Douai. Ah ouais, déjà un peu plus grand quand même. Voilà. Voilà, je suis allé à Douai pour faire le bac. Donc voilà, j'ai réussi mon bac à Douai. Et voilà. Et voilà, après, je ne m'attendais pas du tout. Donc j'avais peur d'aller regarder les résultats. Bon, on m'appelle, t'as réussi. Il n'y a pas de raison. Voilà, je ne savais pas, je ne croyais même pas. Et alors donc, après, on continue. Après, on continue, on fait un BTS, donc qui est la suite logique du maintien. Donc, un BTS gestion et protection de la nature. De la nature. Donc, la Arras, dans une ville aussi encore un peu plus grande par rapport au Douai aussi. Donc, la Arras, on commence à voir des Maoris. Voilà. Voilà, on commence à voir des Maoris. On peut respirer un petit peu Mayotte, même à distance. Voilà, c'était Mayotte parce que le week-end, on se retrouvait tous. Donc, voilà. Et là, on commence à vivre un peu les sorties, on commence à faire un peu la fête. Et puis à se sentir moins seul, et ça c'est important. Sentir moins seul. Et ça se passait très bien. Et donc, j'ai passé des moments très agréables. Des moments très bas aussi. Voilà. Parfois, ça arrive à tout le monde. Je pense des dimanches après-midi où il fait triste. Voilà, où il pleut beaucoup à chaque matin. Où on a fait les devoirs, on a tout fini, puis là on a 5 minutes, on pense, et là on pense à son pays. Voilà, ça arrive tout seul aussi. À tout ce qu'on a laissé là-bas. Voilà, dans sa chambre, quand on n'a pas d'autres activités à faire, donc on s'allonge. En plus, aux alentours des années 2000, c'était encore pas la grande folie du téléphone portable. Exact. On n'avait pas la famille tous les jours. C'était cher. C'était cher aussi. Voilà. Tout ça. Donc on avait maman parcimonieusement au téléphone, papa aussi de temps en temps. Oui, de temps en temps, il fallait parfois en fait on avait des stratégies, il y avait des cartes téléchargeables, des cartes cabines. Les prépayés. Donc voilà, des prépayés. Donc par moment, on arrive à avoir des cartes. On ne sait même pas comment ça se passait. On arrivait à avoir des cartes qu'on a avec des minutes de communication assez importantes. Donc là, on prend un peu le temps, le plaisir de discuter avec toute la famille. Donc voilà, et on se recharge un peu les piles, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc, on continue. Après le bac, on va jusqu'où? Donc, je m'arrête au BTS GPL. Voilà. Donc, je fais le BTS. Donc, j'obtiens le BTS assez difficilement, mais j'ai quand même réussi parce que bon. C'est le principal. Voilà. Et quand même, il y a aussi, il faut. Pour préparer ce BTS, quand même, il faut être assez déjà fondamentalement parce que bon, il faut être autonome, avoir au moins des moyens de déplacement parce qu'à cette époque, pour préparer des bacs, on avait des séances qu'on doit préparer seul
Et parfois aussi, c'est pas près du site. Donc, on te laisse dans un espace naturel. Tu dois gérer, tu dois faire, monter un projet pour justement que tu puisses être évalué dessus. Donc, parfois, c'est des sites qui sont loin de chez toi. Donc, il faut se débrouiller. J'avais la chance d'avoir des amis très sympas. Ils me déposaient pour faire mes épreuves, ils viennent me récupérer. Je ne le remercie pas assez. Donc c'était sympa et voilà. Et donc je m'en sortais comme ça, avec un coup de main donné par-ci, un coup de main donné par-là, et donc je m'en sortais comme ça. De temps en temps, on expliquait à papa ce qu'on voyait. Oui, on voyait... Papa, tu sais, ici, il y a des gros tracteurs qui font le travail de bonhomme. Voilà, des gros tracteurs, des champs immenses. Qu'on n'a jamais vu, des espaces naturels assez exceptionnels, des oiseaux surtout. Donc voilà, beaucoup d'oiseaux parce que moi, on a aussi j'étais dans une région où il y avait eu beaucoup de zones humides. Ouais. Donc voilà, c'est des sorties avec des amis, on commence à découvrir un peu. Donc très curieux quand même. Voilà, on commence à découvrir vraiment la nature. Donc un jour, je suis sorti, des amis m'ont proposé de faire des sorties. Je me demandais pourquoi faire des sorties. Bon, on m'a dit, c'est pour regarder les oiseaux. Déjà, on va prendre l'air, on sort du loisir, et puis après, on regarde les oiseaux. Voilà. Je m'aperçois que il commençait à me sortir tous les bouquins d'oiseaux et il y avait des centaines d'oiseaux avec quand même des colorations, diverses colorations, des petites indications pour différencier les oiseaux entre eux. Donc voilà, je commençais à faire ces sorties-là avec eux. J'ai même fait aussi des sorties avec des amis chasseurs, justement pour déjà m'occuper et puis comprendre. Voilà, comprendre un peu ce qui se passe. Parce que c'est vrai que la chasse, il n'y en avait pas à Mayotte. Voilà, tout ça, donc avec des gens, des fusils, la chasse au lapin, la chasse aussi à des oiseaux qui étaient chassables. Donc voilà, ça me permettait de m'occuper aussi d'explorer un peu le milieu et les espaces naturels du Nord. Bien sûr. Et ça a commencé comme ça. Et voilà. Et c'est là qu'on voit qu'il y a tout plein de solutions pour préserver l'environnement. Exactement. Donc il y avait pour protéger l'environnement, il y avait on découvre, voilà, il y avait plein de logiques. Donc il y a des logiques qui sont des protections strictes, il y a des logiques qui sont des protections avec régulation, il y avait des logiques protection mais en incluant l'homme dans la protection. Donc tout ça nous permet de voir que la protection de la nature était une situation assez compliquée, mais aussi qu'on peut réussir quand on met les moyens. Ouais. Et alors à chaque fois on se dit, chez moi, si on pouvait faire ça. Donc là-dessus, on commence. À chaque fois on se dit, tiens, si on faisait ça à Mayotte, si on faisait ça, c'est ça comme ça qu'on Voilà, là-dessus on commençait à se poser des questions parce que déjà l'espace naturel qui est à métropole n'était pas semblable à celui qu'on a à Mayotte. C'est une région tropicale avec aussi des gens presque un peu différents de ce qu'il y a à métropole. Donc on se demandait, j'ai fait une étude de gestion de protection de la nature, mais à métropole avec l'espace naturel de métropole. Comment je vais adapter ça à Mayotte avec tout ce qu'on peut trouver à Mayotte avec la richesse. Voilà. Donc on commence à se poser un peu ces questions-là. Donc on se dit on va voir, on va réussir. Donc voilà. Et on commence à réfléchir un peu au retour. Alors après le BPS, voilà. Alors donc on commence à réfléchir au retour. Donc dès que j'ai obtenu mon diplôme de BTS, donc je suis rentré tout de suite. Immédiat, c'était pas je reste pas. J'ai attendu. D'accord, n'a pas trop apprécié visiblement. si. Parce que justement j'avais vraiment profité parce que j'ai pris le temps de faire beaucoup à chaque fois qu'il était possible de me déplacer. Même avec un peu de moyens, j'ai pris de me déplacer, de faire un peu tout le Cantal, beaucoup de régions. Curieux, quoi. Voilà, beaucoup de régions. Allez, on va continuer à découvrir la vie de M'Dala Bakarou Seny. On va parler plus précisément de son sujet principal, c'est les oiseaux. Juste après un petit détour du côté de la pub sur KTV. On se retrouve juste après tout ça dans ce studio 101.
Et bien voilà, bon retour dans ce Studio 101. Encore une fois, je vous rappelle, on va faire une belle balade à Mayotte, bien sûr, mais aussi dans la vie de M'Dala Bakar Ousseni. Je vous rappelle qu'il est né le 28 mars 81 à M'Tsangamouji, et puis qu'il est président du GEPOMAI, et justement, on va y arriver, puisqu'on s'est arrêté avant la pub. Bakar, à ton retour à Mayotte, donc le retour à Mayotte, papa, maman content, on l'a dit. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à Mayotte? Dès qu'on arrive à Mayotte, on cherche du boulot. Voilà, quand il y a quand même tout, l'espoir de la famille était reposé sur toi, donc il fallait trouver un boulot. Donc faire des démarches pour avoir un travail. Donc c'est ce que j'ai fait après quelques jours de repos. Et donc j'ai eu la chance à cette époque que le conservatoire littoral commençait à acheter des parcelles à Mayotte, et donc à donner la gestion au conseil général. Donc durant cette période aussi, donc le conseil général a cherché à avoir des personnes, avait besoin de gens formés, voilà, pour gérer les sites du conservatoire. Donc à l'époque, évident de parler d'environnement à Mayotte. Dans ces années-là, on n'en parlait même pas. Voilà, donc c'était un truc complètement nouveau. Donc il fallait apprendre à expliquer aux gens. Il fallait de la pédagogie ici. Voilà, il fallait de la pédagogie et de la patience pour convaincre, pour convaincre les gens de préserver ces milieux-là, parce que on a quand même une diversité, une biodiversité qui est exceptionnelle, qui sont aussi assez uniques. Donc de leur dire, de leur expliquer tout le temps était assez difficile. Mais je pense aussi que à cette époque, il y avait aussi un travail de la DAF sur tout ce qui est la lutte contre l'érosion, les brûlis, qui ont été déjà faits auparavant. Et sur l'environnement en général, tout ce qui est aussi préservation des cultures de certaines plantes. Voilà, ce travail-là a été déjà fait par la DAF. Donc nous, nos missions, c'était de plus gérer cet espace-là pour qu'il ne soit pas complètement détruit. Voilà, détruit, pillé, abîmé, etc., etc. L'histoire d'amour avec les oiseaux commençait en métropole. Oui, ça a commencé en métropole, donc il fallait que ça continue ici. Elle a donc continué. Voilà, il a continué ici. J'arrive... Alors c'est bien parce que le métier le permettait quand même. Oui, complètement. J'ai la chance aussi d'avoir fait cette formation-là et d'arriver à Mayotte, de pouvoir travailler dans le domaine. Donc je suis embauché par le conseil général. Embauché par le conseil général. Donc je devais faire les suivis des oiseaux sur la vasière des Badamiers, Kariani. Et donc à cette époque-là, j'étais en contact avec des personnes qui étaient naturalistes, parce que je commençais aussi à explorer, à lire tout ce qui était déjà fait. Bien sûr. Et je m'aperçois que on a un manque de données quand même sur tout ce qui est biodiversité ou tout ce qui est faune. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver un moyen quand même pour remédier à ça. Et donc j'ai essayé de prendre rendez-vous avec ces personnes-là qui faisaient déjà un travail au sein des naturalistes, Michel Clément et Philippe de Grissac. Donc on a discuté de ce qu'on peut mener comme suivi à Mayotte sur les oiseaux. Donc voilà. Et donc là on a créé le GEPOMAI. Voilà, ça a commencé. Ils m'ont commencé d'abord par des pistes. D'abord, dans le cadre du travail, je commençais à rentrer en contact avec des personnes des muséums pour faire des suivis qu'on appelle les stocks, suivi temporel des oiseaux communs au sein de la direction, justement pour accumuler de la donnée pour pouvoir évaluer la population des oiseaux de Mayotte. Et donc, je suis tombé sur une personne très formidable qui est Frédéric Giguet, à Métropole, qui commençait à m'orienter, à me dire ce que je dois faire. Et voilà tout ce qui est les logiques du suivi. Il y avait un protocole qui était déjà défini à Métropole et qui était appliqué à Métropole. Donc, il fallait juste le transposer ici à Mayotte. Donc, voilà, j'étais parti comme ça.
Et, il fallait les transposer parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Voilà. Il n'y avait rien sur les oiseaux. Complètement. Donc j'avais commencé comme ça. J'étais jeune. C'est génial d'être un des premiers qui fait les traces. Oui, donc j'étais motivé, donc j'étais à fond dedans. On était parti. Donc alors, entre le moment où tu étais parti tout petit, continuer tes études et ton retour, ça veut dire que les oiseaux de chez toi, tu les connaissais pas plus que ça avant? En fait, il y avait deux types d'oiseaux. Je ne veux pas dire deux types. Si on dit deux types, on force on n'est pas précis. Ouais. Mais il y avait, on se disait comme ça avant, à Mayotte, il y avait deux types d'oiseaux. Des oiseaux qui étaient plus terrestres, on appelle ça des oiseaux nicheurs. Et donc, ils étaient assez connus. Par son nom vernaculaire dans notre langue, dans notre dialecte. On le connaissait, on le voyait tout le temps. Et parfois on s'amusait aussi avec. Bien sûr, comme tous les garçons. Voilà. Et donc de vue, on arrivait quand même à peu près à distinguer ces oiseaux-là. Même parfois on les confondait par d'autres. Et voilà. Et les migrateurs qui sont des oiseaux migrateurs qui sont complètement inconnus. On les voit de vue, mais on n'arrivait pas à attribuer des noms. Alors donc à ton retour, c'est là que commence la vraie belle aventure, parce que là tu es dans la recherche, il faut les identifier, savoir ce que c'est, quelles sont leurs habitudes, etc. Oui, heureusement qu'il y avait déjà beaucoup de travail qui ont été faits par des spécialistes, des études assez ponctuelles. Et donc là-dessus, on commençait à voir un peu ce qu'il y a comme oiseau, ce qu'on peut faire comme suivi ou comme étude sur ces oiseaux-là. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, on se rend compte qu'il fallait une structure pour déjà structurer les données accumulées et aussi faire de la communication, faire de la sensibilisation là-dessus. Et du lobbying. Voilà, du lobbying. Et donc, c'est pour ça qu'en 2010, on crée l'association Jipomaï. Avec des personnes avec des grands noms, parce que l'un des personnes au sein de qui se trouve au sein de l'association, notre président d'honneur, qui est Philippe de Crissac, qui est aussi le vice-président de la LPO maintenant. Donc voilà, ce sont des membres fondateurs et d'autres personnes aussi que je ne vais pas citer tous, mais qui ont contribué à l'épanouissement de l'association. Alors, ils sont beaux ces oiseaux à Mayotte. On a beaucoup d'oiseaux, mais ils sont aussi très belles parce que tous les oiseaux ont leur spécificité, ont leur couleur qui sont spécifiques à eux. Et on a de toutes les couleurs. Ça dépend des milieux. En forêt, on voit différents oiseaux. Dans les côtes, sur la côte, on aura d'autres oiseaux qui sont spécifiques à ces milieux et ce qui fait la beauté de ces animaux. Alors nous, on voit tous les habituels corbeaux noirs et blancs, on voit tous ces oiseaux qui piaillent tout le temps sur nos toits, là. On voit tous aussi les chauves-souris quand même si je crois que ce ne sont pas totalement des oiseaux. Mais après, il y a tous ceux qu'on ne voit pas. Exact. Donc, on a des oiseaux qui sont dites périurbaines ou qu'on va trouver autour des villes, qui sont facilement observables. Voilà, les grands classiques. Voilà. Et il y a quand même des espèces très importantes dans ces cortèges d'oiseaux. Il y a le sumanga qui est une espèce endémique de Mayotte. Donc, ça veut dire qu'il est spécifique. On le trouve nulle part par ailleurs. Unique à Mayotte. Voilà. Et d'autres oiseaux qui sont inféodés à des milieux bien spécifiques comme les forêts humides. Donc les forêts humides qui sont maintenant très très dégradées parce que on a encore une partie de la population, pas tous, qui continue à prélever du bois. Et malheureusement, c'est pas une bonne chose pour l'avenir. Et on a des oiseaux comme le dongo, comme le pigeon de Comore et le flamingo, qui sont des oiseaux qu'on va trouver dans ces endroits-là, seulement dans ces endroits-là. Et le fait de les préserver, je pense que c'est une bonne chose pour que quand même, on a aussi on pense à faire des enfants. Donc,
pour que ces enfants-là puissent aussi bénéficier de cet espace et de toutes ces espèces. Donc, tu me le confirmes, Bakar, on est riche en oiseaux. Oui, donc on a Et plus largement, on a un environnement riche quand même. Voilà, on a la chance à Mayotte d'être au milieu de deux grands continents, si je peux dire. Bon, Madagascar, qui est une île assez immense, et l'Afrique. Et très originale. Voilà, très originale. Et l'Afrique. Donc, on a deux axes migratoires à Mayotte. On a donc une migration des oiseaux qui vient du nord, qui vient s'arrêter sur Mayotte, mais aussi on a des migrations est-ouest, Afrique du Sud, Madagascar. Donc, ces oiseaux-là arrivent aussi sur Mayotte et stationnent pendant quelques temps. Donc, ce qui fait que Mayotte est assez riche en oiseaux. Les Comores, nos voisins, sont aussi riches que nous en oiseaux. Ça doit même être encore différent en fonction que ce soit Moroni ou Anjouan ou Moélie. Est-ce que tout ça est identique ou est-ce qu'il y a des petites particularités à chaque fois ? À chaque fois, il y a quand même des petites particularités. Anjouan qui est plus vert, plus frais. Voilà, Anjouan. Et on a aussi des espèces assez très spécifiques aussi aux Comores qui se trouvent sur le Kartala, qui est une espèce endémique que de cette région-là. Et on a aussi sur Moélie un îlot qui est Mchako. Donc on a une reproduction d'esternes qu'on n'a pas à Mayotte. Donc voilà, toutes ces localités ont des particularités. Sont des cas particuliers. Voilà. Donc, et à chaque fois, ça pourrait être des cas d'études, des cas de recherche. Exactement. Mais il faut aussi qu'on a quand même des richesses en commun, comme le pigeon de Comore, comme l'indique son nom. Le pigeon de Comore, c'est une espèce endémique de la région de l'archipel de Comore. Donc on ne trouve pas ailleurs. Bakar, pourquoi il faut se pencher sur les oiseaux ? On n'en a rien à faire des oiseaux, nous. Ils nous apportent rien, ces trucs-là, hormis chanter un petit peu le matin. Donc voilà, on a tendance tous à dire ça quand on est une personne là-dedans. Mais l'oiseau, c'est une richesse, déjà. Il fait partie de la chaîne. Voilà, il fait partie de la chaîne alimentaire. On a ces oiseaux qui jouent aussi un rôle très important parce qu'on a une quantité d'oiseaux qui sont chez nous et qui sont très particuliers. Ça peut aussi être une source, un argument aussi pour l'économie, parce que ça peut attirer du tourisme. J'en ai vu la preuve, j'en ai accueilli des personnes sur Kariani qui arrivaient comme ça, des Italiens qui me demandaient où est-ce qu'on peut voir du crabe blanc. Voilà, je me dis. En Italie, ils étaient au courant du crabier blanc. Voilà, ils étaient au courant du crabier blanc. Ils m'ont dit, ils étaient à Madagascar, ils n'ont pas vu du crabier blanc. Ils sont venus à Mayotte. Voilà, on leur a dit qu'à Mayotte, il y en a, donc ils sont venus. Donc voilà, je les ai montrés. Ce qui confirme encore une fois que le tourisme peut avoir des milliers de formes. C'est très facile et on a aussi, je pense, là-dessus un marché important parce qu'on a des tourismes anglo-saxons qui vont beaucoup sur Madagascar, mais qui peuvent être aussi faire du circuit Mayotte. Mais dans ce cas-là, il faut faire quand même un tourisme responsable, un écotourisme, mais pas un tourisme intelligent. Il ne faut pas faire un tourisme de masse qui peut justement amener aussi des contraintes et un impact sur cet espace. Qu'est-ce qui pourrait être nuisible pour nos oiseaux ? On n'a pas d'industrie, on n'a pas d'autoroute, on n'a pas de train, on n'a pas de tous ces trucs qui sont mauvais pour les oiseaux. Comment on peut être dangereux, nous, pour les oiseaux à Mayotte ? Donc, à chaque fois qu'on coupe un arbre ? À chaque fois qu'on coupe un arbre ou à chaque fois qu'on veut aménager, si on ne prend pas en compte bien les choses, on est sur une île, il y a un espace assez restreint, il y a beaucoup d'enjeux économiques, sociaux, écologiques aussi. Parce que c'est aussi la seule richesse. Le lagon, par exemple, est une seule richesse. Si Mayotte est connu, c'est parce que aussi à cause de son lagon. Si on détruit ce lagon-là, on ne peut pas. Donc le danger, ça vient de l'homme nous-mêmes. Donc il faut qu'il y ait un développement responsable, un développement réfléchi. C'est pas compatible. La protection de l'environnement peut être compatible avec le développement économie, le social. Il fallait juste qu'il y ait un équilibre. Et voilà. Combien d'oiseaux à Mayotte ?
L'oiseau jusqu'à... Combien d'espèces, je ne sais pas comment on dit. Voilà, d'oiseaux, d'espèces, c'est complètement ça. Et on a maintenant 138. Ça a évolué depuis 2006, parce que si vous voyez un peu, il y a un livre qui est sorti, le guide des oiseaux de Mayotte, publié par les naturalistes. Et on s'est arrêté à 127. Avec le développement de l'association. On a redécouvert d'autres. Voilà, on a redécouvert d'autres. Et donc, on continue là d'en découvrir. On a confirmé de données qui étaient soupçonnées. Donc, on soupçonnait que les oiseaux étaient présents, mais on ne savait pas trop. Mais on a confirmé certaines choses, comme le faucon. Jusqu'en 2014, on ne savait pas que le faucon pèlerin, un oiseau qui est assez rare maintenant, était nicheur à Mayotte. On ne savait pas. Donc, avec les suivis qu'on a entrepris, on s'est rendu compte que le faucon pèlerin était un nicheur à Mayotte, donc le papang. Celui qui fait des grands piquets, là. Voilà. Il me semble, le pèlerin. Il est impressionnant. Et puis c'est une véritable Formule 1. Oui, c'est l'un des oiseaux qui fait un piquet le plus rapide. Mais c'est d'ailleurs une réussite, un oiseau. Oui, c'est... je pense que... on n'a rien inventé, l'homme. L'homme n'a rien inventé. Il s'est observé. Toutes ces inventions, ils l'ont observé dans la nature. Où il prélève, c'est tout les matières qu'on utilise, on les prélève dans la nature. Donc, tout ce qu'on fait, c'est à travers... c'est parce qu'on a observé la nature pour pouvoir... Est-ce qu'on en mange à Mayotte des oiseaux? On continue à en manger. C'est interdit, mais on a quand même des personnes qui braconnent, par exemple le crabier blanc. Oui, parce que donc il n'y a pas de période de chasse et il n'y a pas de réglementation de chasse à Mayotte. Voilà, jusqu'à maintenant, la chasse aux oiseaux est interdite, c'est pas réglementé. Il n'y a pas encore de réglementation là-dessus. La seule chasse autorisée ici, c'est le tanrek, le landra. Donc il y a une période entre février et avril. Et les autres... Donc alors, ce qui veut dire que tous ceux qui s'en prennent aux oiseaux actuellement sont des braconniers. Voilà, ce sont des braconniers. Ah ouais. Oui. Et donc, cet braconnage-là est présent. On avait observé quand même des cas de braconnage sur la rétine collinaire, sur les dépôts d'eau, sur le crabier blanc dans les mangroves où il est nicheur. Donc tout ça, c'est parce que les personnes le font inconsciemment ou parce que il faut bien manger aussi. Il faut bien manger, mais aussi c'est quand même des espèces comme le crabier blanc, c'est une espèce classée en danger critique d'extinction. Donc le préserver, c'est déjà une richesse pour Mayotte. On a quand même, c'est presque une label parce que on a une espèce en danger critique qui se trouve à Mayotte. Donc voilà, ça valorise un peu le patrimoine écologique de Mayotte. Et donc ça permet aussi peut-être un développement écotouristique, pourquoi pas, pour venir découvrir le crabier blanc. Est-ce que tu trouves, Bakar, justement que nos politiques sont suffisamment sensibilisés à l'environnement? Ça c'est... Voilà. Et donc je pense qu'on doit avoir un... Et je parle de tous. Oui, complètement. Mais parce que qu'on soit de droite ou de gauche, on peut quand même avoir des visions écologistes pour son pays. Exactement, quand même. Je pense qu'il faut qu'il y ait une volonté de la part des politiques justement à pouvoir mettre en œuvre des moyens pour protéger, pour prendre des mesures justement pour préserver ce milieu. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'autre richesse que notre milieu naturel. Que ça soit terrestre et marin. Donc c'est la seule richesse qu'on a. Donc il faut que toute cette génération future puisse prendre conscience de l'importance de notre île et de sa nature. Donc là-dessus, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire et il faut aussi, je pense qu'il y ait un groupe aussi, un lobbying là-dessus, des personnes qui vont faire de la sensibilisation et justement convaincre aux politiques c'est le rôle, notre rôle à tous de protéger cette... Petite question à 1,50 €. Qu'est-ce qu'on trouve dans les livres scolaires de nos enfants? Des oiseaux mahorais ou les cigognes et les hirondelles de métropole? Eh ben, à mon époque, j'ai pas vu d'oiseaux de Mayotte. C'est ce qui me semble. Voilà. Par contre, dans le Bao, on trouvait des chèvres, mais je pense que donc là aussi, quelque part, on aura un petit travail à faire quand même. Peut-être trouver éditer un fascicule qu'on pourrait quand même
passer à l'éducation nationale pour qu'en local, on ait des oiseaux locaux. Quoi. Oui, complètement. Donc, ça, je crois que c'est une partie du travail que vous êtes en train de faire. Oui, c'est un travail à faire aussi. Je sais pas. Je pense que c'est un travail aussi pour toute la population. Je pense que tout seul, une association ou quelques associations, il y a quand même beaucoup d'actions à faire. Et à faire de la communication auprès des politiques, c'est encore un travail encore en plus. Et on en fait, mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un travail là-dessus, une réflexion, amener une réflexion là-dessus. Mais je veux dire, toi demain, tu as un président du conseil général qui dit wow, on met tout sur la voiture électrique. Je suis sûr que tu serais tout content. Ah bah, je pense que tu dirais bon, bah, voilà, ça fera moins de fumée pour nos oiseaux. Bah, complètement. C'est ça qu'on leur demande. Oui, c'est exactement ça. Et il faut pas se leurrer aussi. Il y a eu quand même quelques avancées là-dessus avec tout ce qui est tri sélective. Il reste avec la construction aussi de la décharge, l'ISDN, donc voilà, qui a fait du bien parce qu'on a rebouché, on a couvert les décharges maintenant, les décharges sauvages. Et tout ça, c'est un début. C'est des progrès. Voilà, c'est des progrès. Le tri sélectif, peut-être il reste une petite communication à faire auprès de la population pour qu'ils puissent contribuer. On a vu le parc marin. Est-ce qu'on pourrait imaginer des zones protégées sur Mayotte où on pourrait protéger en disant voilà, on sanctuarise, là, on ne touche plus, on plante plus une maison, on n'amène pas une tôle et on laisse cette nature. Voilà, je pense que le but, c'est ça. Enfin, à long terme, je pense qu'il faut qu'une réflexion soit amenée là-dessus. Certaines zones méritent protection. Il y a quand même les zones qui appartiennent, des parcelles qui appartiennent au conservatoire du littoral qui sont protégées et qui sont difficilement constructibles. Et il faut aussi d'autres sites comme les zones humides. Il y a certaines zones humides qui accueillent les crabes blancs parce que ce sont des zones d'alimentation pour le crabe blanc qui méritent cette protection-là pour que cet oiseau puisse quand même être préservé à Mayotte. Et d'autres actions comme des créations de réserves, par exemple les réserves forestières, ce sont des zones très importantes qui abritent de la faune et de la flore exceptionnelles. On n'a pas l'impression que c'est comme ça, mais c'est énorme ce qu'on peut trouver dans les forêts humides. Et toutes ces zones-là, je pense mettre des statuts forts de protection, je pense que ce sera déjà une bonne chose. Et tu regrettes pas d'avoir fait tout ça, d'être parti sur ce secteur professionnel? Tu regrettes pas? Je pense que c'est la nature, c'est un autre. Voilà, je pense que c'est. Je pense pas pouvoir faire d'autres métiers que ça, parce que c'est la nature. Je me sens tout le temps dans mon domaine. Et tu le conseilles à un jeune? Je pense que il faut le faire. Il faut aimer aussi. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas tous être médecin, on peut pas tous être avocat. On peut aussi aimer les oiseaux, on peut aussi aimer les plantes. Oui, être aussi dans ce travail, il faut aussi l'aimer parce que si on n'aime pas, on aura tendance à se décourager. Et il faut aussi qu'on prenne conscience qu'il faut faire ce travail-là pour qu'on puisse protéger notre biodiversité. On est à 2 minutes du chemin que l'on devait parcourir ensemble, Bakar. Si tu devais remercier des gens. Donc, alors j'imagine papa-maman qui ont donné la vie, bien sûr. Papa-maman qui sont les plus importants. Et aussi les personnes qui ont tout fait pour que je sois là. Notamment, c'est pas une personne, mais une structure qui est un conseil général. Et aussi au sein de l'association, je tiens à remercier tous les partenaires qui nous soutiennent, l'ADEAL, le Parc Marin, les fondations Nicolas Hulot qui ont contribué à nous financer pour développer des outils de communication. Et je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais on a plein. Et je voudrais aussi un remerciement en particulier à une personne en 2004 qui était très généreux, qui nous ont fait un don de kayak qui coûtait cher, qui nous permet de faire les études du crabe blanc dans les mangroves, voilà, doucement. Et des fois un petit détail. Voilà, donc ce sont des personnes quand même, et surtout aux adhérents qui nous soutiennent par leur adhésion, par leur présence dans les différentes sorties.
Adresse et contact de GPomaille si on peut vous aider. Donc on a plusieurs adresses. Il y a le gpomaille.fr qui est notre site internet, un site Facebook. Il faut juste taper GPomaille sur Facebook, je pense qu'on le trouverait. Et on a aussi notre chargé de mission qui avec un téléphone, un numéro de téléphone 0639 03 16 20. Voilà, pour demander de l'enseignement sur l'association, pour proposer des actions, pour proposer des aides. Et tout est le bienvenu. Bakar, Dalla Bakar Ousseni, merci d'être venu dans ce studio 101. Merci de nous avoir ouvert la porte de la cage des petits oiseaux. Ok, c'est un plaisir. Et puis on va laisser la cage ouverte. En tout cas, on se retrouvera bien évidemment pour un autre studio 101 dans tout juste une semaine avec bien sûr un autre invité et une autre balade mahoraise. C'est garanti. Allez, on vous embrasse.